Donc nous allons entendre maintenant M. Cédric Guillerminet, qui est maître de conférence en droit public à l'Université d'Orléans. Son intervention portera sur les conflits d'intérêts dans l'action administrative. Merci Monsieur le Président, cher Nicolas, et tout d'abord merci à toi d'avoir accepté de nous faire l'honneur de présider cette matinée. Et tant que je suis au remerciement, je voulais non pas remercier les organisateurs du colloque, en tout cas remercier mes deux co-organisatrices, Vanessa et Stéphanie, mais surtout remercier tous les participants, tous les intervenants, ainsi que le public, les étudiants et les professionnels qui se sont déplacés aujourd'hui pour parler de ce sujet des conflits d'intérêts. Comme Pierre-François hier, je n'ai pas de plan, je vais suivre une démonstration puisque je dois vous avouer que par rapport aux propositions de contribution des uns et des autres, j'ai laissé un petit peu ma place sur le sujet que Nicolas vous a annoncé. Je vais plus particulièrement parler de la gestion des crédits publics en tant que financier. La gestion des crédits publics, le titre est le suivant, du désintéressement au conflit d'intérêts. Je vais partir d'une phrase d'un auteur du XVIIe siècle, Jean Bourgoin, qui, dans son ouvrage « Les désirs du peuple français pour le bien de l'État et les moyens pour réprimer les abus et malversations qui se commettent au maniement des finances », le titre est long, mais je crois qu'il est évocateur, disait la chose suivante: « Tenez pour maxime qu'en homme de bien et financier sont qualités incompatibles, lignes parallèles qui ne s'en rencontrent point. » Alors effectivement, comme la presse s'en fait souvent écho, il y a des affaires, il y a des problématiques entre les affaires et la vie politique qui ne font pas toujours bon ménage. Et c'est d'autant plus vrai lorsqu'il s'agit d'argent public, de crédit public. Et justement, il n'y a pas plus tard qu'hier, la presse, les médias se sont fait écho de plusieurs affaires mêlant crédit public et intérêt privé. Alors, nous n'avons pas pu le voir pour ceux qui étaient avec nous hier au restaurant, mais une émission sur Envoyé spécial parlait hier du détournement de fonds des partis de droite du Sénat entre 2002 et 2014. Mais surtout, et ça va faire plaisir à pas mal de gens ici, La République du Centre titrait hier un article « Y a-t-il eu détournement de fonds publics à l'Université d'Orléans ?» puisque, effectivement, le procureur d'Orléans confirmait mercredi soir qu'une enquête avait été ouverte pour faire la lumière sur un éventuel détournement de fonds publics et de favoritisme à l'Université d'Orléans. Loin de moi, bien évidemment, l'idée aujourd'hui de faire le procès et d'aller sur le fond de cette affaire, mais je voulais montrer que ce dont je vais parler est tout à fait d'actualité. La problématique, c'est que les deux personnes, les deux acteurs qui se chargent de gérer les fonds publics, l'ordonnateur et le comptable, sont censés être désintéressés, c'est-à-dire n'œuvrer que dans l'intérêt général, ce que Sébastien définissait hier comme l'ensemble des valeurs, des priorités pour assurer la pérennité du pacte social. Et je partage cette définition. Je rappelle que l'ordonnateur, c'est celui qui décide d'engager une dépense et qui donne l'ordre au comptable de la payer, pour les dépenses bien évidemment, et le comptable public, c'est celui qui manipule les fonds publics pour matériellement payer cette dépense. Et donc, ces deux acteurs sont censés être désintéressés, c'est-à-dire n'avoir pour objectif que la satisfaction de l'intérêt général. Philippe Saunier disait à juste titre « Il faut une force morale héroïque pour s'occuper chaque jour de millions en acceptant de vivre modestement », puisqu'effectivement, on ne parle ici pas de quelques euros, mais de 2 millions d'euros. Odilon Barrot, que l'on connaît bien lorsque l'on définit la déconcentration, lui disait qu'en finance publique, toute question est une question de probité et rien ne doit être occulte en ce qui touche la probité. Alors c'est bien pour éviter justement tout conflit d'intérêts en la matière qu'il existe en comptabilité publique un principe que tout le monde connaît, en tout cas de nom, c'est le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables. Qui ne sait rien de la matière des finances publiques aura vaguement entendu parler de cette mystérieuse séparation dont tout semble dépendre, rappelait le professeur Saunier. Alors ce principe, je le rappelle, d'une part,
il permet une séparation des tâches, et même plus que ça, une incompatibilité des tâches entre l'ordonnateur et le comptable. L'ordonnateur, certes, décide, mais ne peut pas manipuler lui-même les fonds publics. Seul le comptable peut le faire. On a un acteur qui décide, un autre qui exécute cet ordre. Ainsi, la séparation des ordonnateurs et des comptables permet de tenir les ordonnateurs, je rappelle, ceux qui ont le pouvoir de décision, les élus, les préfets, les fonctionnaires et les ministres, selon les niveaux bien évidemment territoriaux, tenir ces ordonnateurs à distance de la réalité matérielle des données publiques. L'idée générale, c'est qu'en séparant les tâches, en instaurant une espèce de collégialité dans l'exécution des finances, eh bien, on permet d'assurer la conservation de ces deniers publics. Lamartine disait lors de son discours de réception à l'Académie française, « Il faut des mains habiles pour amasser l'or, des mains probes pour le toucher ». Il faut dire qu'il était en train de faire le discours funèbre de celui dont il prenait la place, qui était le comte d'Aru, un ancien ordonnateur des armées impériales. D'autre part, le principe de séparation instaure un rapport de méfiance entre le comptable et l'ordonnateur, puisqu'en effet, l'ordonnateur ne va pas simplement se contenter d'obéir à l'ordre qui lui est donné de payer, il va le faire après avoir contrôlé que l'ordre qu'il a reçu de l'ordonnateur est régulier. Ainsi, cette instauration d'un contrôle implique un rapport de méfiance, de suspicion entre le comptable et l'ordonnateur, c'est-à-dire que cette suspicion permet justement de garantir le désintéressement de l'ordonnateur et du comptable dans la manipulation des fonds publics. Paul Leroy-Beaulieu, un ancien directeur de la comptabilité publique ou du budget, j'ai un trou tout d'un coup, précisait que cette séparation constitue donc une garantie contre les dilapidations des fonds publics, contre donc les malversations. Donc l'administration, sur le papier, avec ce principe de séparation ordonnateur-comptable, elle est entourée de toutes les précautions nécessaires pour assurer le bon emploi des crédits publics. Et pourtant, je le disais en commençant, cette surveillance n'est pas infaillible, puisqu'il y a des cas qui ont fait la une de la presse, des cas qui prouvent que les ordonnateurs peuvent trouver des moyens pour s'enrichir ou pour permettre l'enrichissement d'autres personnes aux dépens de la collectivité publique. La capitulation morale devant l'argent public est donc bien une réalité, contrairement à la phrase que je disais en introduction. Alors c'est vrai qu'il existe de nombreux exemples. Je ne vais pas vous faire... je ne vais pas tous les citer, puisqu'on en a tous en tête. Alors les plus connus, bien évidemment, le cas de M. Balkany, ou encore de M. Gaston Floss, qui tous les deux ont utilisé des agents de leur collectivité pour faire quelques menus travaux au sein de leur résidence personnelle. Je citerai aussi M. Jean-Paul Huchon, l'ancien président de la région Île-de-France, qui a passé des marchés publics au début des années 2000 avec une société de communication. Et il se trouve que cette société appartenait à sa femme. Mais il y a d'autres cas qui sont moins médiatisés, mais tout aussi scandaleux. Je vais citer par exemple ce maire d'une commune de Moselle qui organise 2 ans consécutifs, il organise une fête d'anniversaire. Alors certes, il invite tout le personnel, mais cette fête d'anniversaire du maire est payée par la commune, sur les subsides de la commune. Qu'est-ce qu'on peut encore citer comme affaire sympathique? Ce directeur d'hôpital qui fait voter par le conseil d'administration les travaux de sa maison personnelle. Un maire d'une commune qui encaisse les fonds qui proviennent de la location de la salle des fêtes. Enfin, il est vrai que chacun de la région dont il vient peut avoir des exemples de telles malversations. Le comptable public n'est pas exempt de ce genre de crime, entre guillemets, même s'il est vrai que l'ordonnateur, parce qu'il a le pouvoir de décision, il a le pouvoir d'engager les dépenses, est le plus à même de
de filouter, mais le comptable aussi. On a quelques exemples. Par exemple, un comptable du Crédit municipal de Lyon qui a dissimulé d'importants débits dans le cadre d'opérations réalisées au bénéfice de ses proches. Alors, le comptable, il est vrai, parce qu'il a une responsabilité personnelle et pécuniaire dans l'exécution de sa tâche qui est de contrôler l'ordre de payer et de manipuler les fonds publics, il a une responsabilité qui est énorme, et donc cela fait dire à beaucoup d'auteurs qu'il est beaucoup plus irréprochable que l'ordonnateur. C'est vrai que l'ordonnateur, si on regarde en termes de responsabilité, sa responsabilité existe dans les textes, mais dans les faits, elle est quasi inexistante, quasi inappliquée. Il existe, je ne vais pas développer ce point-là, mais une responsabilité de fait de l'ordonnateur. Pourtant, lorsque l'ordonnateur manipule les fonds publics ou ne respecte pas la réglementation de la comptabilité publique, il se rend coupable de ce qu'on appelle une gestion de fait. Il se rend coupable d'une gestion de fait, et ce qui implique qu'il va assumer devant le juge des comptes la même responsabilité que le comptable public, qu'on appellera le comptable patent. Donc, lorsque l'ordonnateur est pris la main dans le sac, parce qu'encore faut-il qu'il le soit, lorsqu'il manipule les fonds publics à la place du comptable ou lorsqu'il ne respecte pas les règles de la comptabilité publique, il est donc passible devant la cour des comptes ou la Chambre régionale des comptes d'une accusation donc, de gestion de fait. Alors, il a agi comme un comptable, il doit en assumer la même responsabilité. Mais je vais quand même aussi préciser que selon l'article L314-18 du Code des juridictions financières, si l'instruction du juge financier lui fait apparaître des faits susceptibles de constituer des délits ou des crimes, il a l'obligation de saisir le procureur de la République, dans les conditions de l'article 40 du Code de procédure pénale. Et effectivement, il ne va pas se gêner de le faire, puisqu'il pourra saisir le juge pénal pour usurpation d'une fonction publique, au titre de l'article 433-12 du Code pénal. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que lorsque le juge pénal va être saisi, eh bien, il va pouvoir justement condamner non seulement l'usurpation de fonction publique, mais également l'infraction en tant que telle de manipulation des crédits publics à des fins privées, c'est-à-dire pour punir ce conflit d'intérêts dans la gestion des crédits publics. Alors il existe dans le Code pénal effectivement plusieurs articles relatifs à ce problème qui sont rassemblés dans le livre 4 des crimes et délits contre la nation, plus précisément dans une section 3 sur les manquements au devoir de probité donc commis par ces personnes exerçant une fonction publique. Il y a plusieurs délits qui sont concernés ici, par exemple le favoritisme, la corruption, mais moi je vais me pencher, dans le temps qui me reste, sur ces délits qui, en fait, impliquent une action personnelle de l'agent public au sens large du terme, c'est-à-dire du fonctionnaire, de l'élu, une action personnelle en sa propre faveur, en son propre intérêt, ou en faveur de ses proches. Alors il y a tout d'abord le délit de prise illégale d'intérêt, de l'article 432-12 du Code pénal. Et j'en profite effectivement pour dire à quel point je suis d'accord avec Sébastien qui disait hier que droit pénal et intérêt général sont vraiment un couple inséparable, et c'est bien la preuve ici en la matière. Alors l'article 432-12 nous présente une infraction qui permet de sanctionner l'agent public, mais alors vraiment dans un sens très extensif, puisque sont visés les dépositaires de l'autorité publique ou chargés d'une mission de service public ou les personnes investies d'un mandat électif public. Donc ça rassemble énormément de personnes, y compris, on a des exemples, alors c'est pas sur le biais de la gestion des deniers publics, mais on a des exemples justement de présidents de l'université qui ont été condamnés
à ce titre, eh bien donc cette infraction permet donc de sanctionner cet agent public qui prend, reçoit ou conserve un intérêt dans une opération dont il a eu connaissance. Alors cet intérêt, la jurisprudence le dit, il n'est pas nécessairement financier. Il peut être matériel, la location d'un terrain, l'achat, la passation d'un marché, mais il peut être financier, mais pas uniquement. Il peut être aussi moral d'ailleurs. Il peut être direct, c'est-à-dire concerner le concerner lui-même, ou il peut être indirect, il peut effectivement concerner la famille, les amis de cette personne. Et en plus, ce délit va s'appliquer même si, au final, la collectivité ne subit aucun préjudice dans ses finances. L'intérêt en question doit résider dans une entreprise ou une opération dont l'auteur a la charge, la surveillance, l'administration, ou l'article le dit, la liquidation ou le paiement. Donc là, ça nous concerne directement. L'abus de fonction est donc ici concerné, l'abus de fonction pour l'ordonnateur, c'est-à-dire d'engager ou de liquider une dépense qu'il n'aurait pas dû engager ou liquider. C'est bien pour cela que M. Balkany, après, alors je ne fais pas une fixation sur M. Balkany, bien évidemment, mais j'en reparlerai encore dans 2 minutes, M. Balkany, après avoir été condamné par la Cour des comptes en tant que comptable de fait, sera également condamné au pénal pour prise illégale d'intérêt pour les faits dont je vous avais parlé. Alors, cette infraction peut être cumulée avec 2 autres infractions. Lorsque les marchés publics sont concernés, je peux citer l'article 432-14 sur les atteintes à libre accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les contrats de concession, et bien évidemment l'article 432-15 de la soustraction et du détournement de fonds publics. J'en conclus, Monsieur le Président, en faisant 2 remarques. 2 remarques pour ouvrir le sujet, pour essayer peut-être d'expliquer, de comprendre pourquoi cet état de fait, et peut-être essayer de faire évoluer les choses vers quelque chose de positif. Alors, la première remarque, c'est qu'il est vraiment nécessaire de réformer le régime de responsabilité des ordonnateurs. Il est temps de le faire. La Cour des comptes, lorsque la LOLF est entrée en vigueur en 2001, a fait un très beau colloque, la responsabilité, l'autre réforme. Eh bien, excusez-moi, nous l'attendons toujours. Regardez, M. Balkany, bien que jugé, bien qu'ayant payé sa dette à la société, a été réélu député, maire, les électeurs y voyant sans doute ici une fatalité. Oui, une fatalité, parce que même, et c'est la deuxième remarque, et ma dernière, les élus, les responsables politiques et publics, en finalement se rendant coupables de tels agissements frauduleux dans la gestion des crédits publics, peut-être nous donne un signe, celui finalement de cette exaspération contre une réglementation de la comptabilité publique véritablement trop complexe. On ne peut s'empêcher, disait le professeur Saunier, de penser que parfois des procédés irréguliers et grossiers manifestent un désarroi ou une résistance face à une comptabilité publique qui prend, pour le moindre centime, des précautions que l'on croyait réservées aux milliards qui s'acharnent à ramener dans les caisses de l'État les maigres recettes de la salle des fêtes et du dernier village de France. Et de citer un exemple, de quoi s'inspire, en s'inspirant d'une instruction sur les colloques dans les établissements publics nationaux, et disant qu'effectivement, la sévérité de cette règle qui veut que les droits d'inscription au colloque doivent être reçus et encaissés par l'agent comptable ou un régisseur, et non pas par l'organisateur du colloque, était bien trop rigide. Alors oui, je suis d'accord, la comptabilité est bien trop rigide. Mesdames, Messieurs, je me tiens à votre disposition à la fin de ce colloque pour recevoir votre participation financière. Merci beaucoup de m'avoir écouté.